Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour les sessions de mi-journée de cette semaine. Merci pour votre fidélité renouvelée. Grève des enseignants du lycée Philippe Zenda Kaboré aujourd'hui à Ouagadougou. Ils dénoncent la répression des FDS sur les élèves jusqu'à l'intérieur du lycée. Troisième conférence nationale sur la redevabilité. Tenue du 6 au 8 mai, la contribution de la société au processus d'élaboration du nouveau référentiel national en matière de développement au Burkina était à l'ordre du jour. Ouverture de l'atelier de validation du projet de rapport de l'étude sur l'analyse des causes des conflits et de leurs impacts sur la mise en œuvre du PNDS tenu vendredi, le point de cette rencontre dans ce journal. 13h à Ouagadougou, bienvenue à cette édition. Après les élèves, c'est au tour des enseignants du lycée public Philippe Zenda Kaboré d'observer une grève aujourd'hui. Ils dénoncent la répression faite par les forces de défense et de sécurité vis-à-vis des élèves jusqu'au sein de l'établissement lors de leurs revendications. Les détails de cette manifestation dans ce reportage de Fatima Tanikema. Pendant qu'on gaze là, on demande aux enseignants d'être présents et on dresse des listes de présence. Lui-même qui est arrêté là, attendez de voir tout ici, il va fuir. Ce sont là quelques raisons du mécontentement du personnel du lycée Philippe Zenda Kaboré ce 10 mai. Ces derniers disent être des victimes collatérales de la manifestation des élèves débutée depuis le mois de mars dernier contre les réformes annoncées par le gouvernement. La journée du lundi 3 mai 2021 fut la plus risquée. Des dizaines de grenades lacrymogènes ont été balancées dans la cour du lycée jusque devant la salle des professeurs et les bureaux de l'administration, prenant en otage les personnels présents à leur lieu de travail. Ce fut le désarroi aussi bien parmi les élèves que les personnels enseignants et administratifs. Certains élèves suffoquaient, d'autres se sont évanouis, avec en prime des risques d'incendie. Nous avons pu effectivement constater dans la matinée de ce 10 mai la présence de restes de douilles de gaz lacrymogène un peu partout dans l'établissement. Et selon un des professeurs de mathématiques du lycée, cette façon de réprimer les élèves se révèle être négative pour leur éducation. Les enfants sont en train d'apprendre à s'amuser avec ces gaz lacrymogènes maintenant. Ils trouvent que ces policiers pensent qu'ils sont en train de réprimer, mais en termes d'éducation, ces enfants sont en train de s'informer et de se former. Vous voyez ce que je veux dire, non? Tout de suite, ces enfants récupèrent ces gars lacrymogènes et puis ils se jettent. C'est devenu quoi? Un jouet. Ouais, non? Et leur manque quoi? Est-ce que c'est l'objectif? Les enseignants, dans leur déclaration, ont aussi condamné ces actes dont ils sont victimes et appellent les autorités éducatives à une résolution de cette crise que traverse le monde éducatif. Le personnel du lycée Philippe Zenda Kaboré, victime de cette barbarie, condamne la prise en otage du personnel pendant la répression barbare des élèves par les FDS, dénonce le comportement irresponsable et complice du chef d'établissement dans la répression des élèves et du personnel, appelle les directeurs provinciaux et régionaux à plus de responsabilités dans la gestion de la crise qui secoue les établissements de la ville de Ouagadougou et particulièrement du lycée Philippe Zenda Kaboré, exige des forces de sécurité le respect des franchises scolaires. Selon ces enseignants, cela fait plus de 10 jours que les élèves du lycée Philippe Zenda Kaboré n'ont pas mis pied à l'école. Ils ont également démenti l'information selon laquelle le proviseur du lycée aurait eu une rencontre avec le personnel. Nous n'avons malheureusement pas pu recueillir la part de vérité du proviseur sur ces questions. Le Conseil national des organisations de la société civile du Burkina a tenu du 6 au 8 mai sa conférence nationale sur la redevabilité sociale. Pour cette édition, les réflexions portaient sur la contribution de la société au processus d'élaboration du nouveau référentiel national en matière de développement au Burkina Faso. Les précisions avec Michael Tougré. Le Conseil national des organisations de la société civile du Burkina Faso ne veut pas être en marge du processus d'élaboration et de validation du nouveau référentiel. À travers ce panel sur la question de redevabilité et de bonne gouvernance, les participants vont apporter leur contribution afin de prendre en compte les préoccupations des populations.
C'est qu'il faut mettre l'accent sur la nécessité de faire du développement du Burkina Faso maintenant à partir des réalités de chaque région. Parce qu'à cette rencontre, nous avons analysé ce que les gens ont voulu dans leurs différentes régions. Et on a vu que les besoins sont particuliers d'une région à une autre. Il y en a qui ont besoin de routes, il y en a qui ont besoin d'écoles. Alors, si vous faites un document au niveau national qui dit de façon bateau ce qu'il faut faire, sans donner certaines orientations spécifiques, ça ne peut pas faire la différence avec les autres référentiels. Donc, la réflexion a été orientée dans ce sens, en se disant qu'il faut aller avec ce que les populations à la base souhaitent dans les différents secteurs de planification. À cette 3e édition de la conférence nationale sur la redevabilité et la bonne gouvernance, il a été aussi noté par les participants que des pratiques comme la corruption et la malgouvernance ont toujours la peau dure au Burkina Faso. Sur cette question de corruption, Jonas Yen interpelle directement le président du Faso. En plus, on voit que quelque part, il y a un certain écart entre ce que le peuple à la base veut et ce que le politique veut. En tant qu'organisation sentinelle de veille citoyenne, et en considérant que nous passons d'un référentiel à un autre, il va tout à fait normal que nous soyons beaucoup plus regardants. Non seulement sur la mise en œuvre de ce référentiel qui va venir, pour qu'à l'évaluation, à sa fin, on ne retombe pas encore dans les mêmes discours que les référentiels passés, et qu'également, sur certaines questions de gouvernance, on soit beaucoup plus regardant, notamment les questions de corruption qui ont de la peine à prendre vraiment. Donc nous devons être aujourd'hui très regardants pour en quelque sorte aussi combler, j'allais dire, certaines insuffisances laissées par l'opposition. Cette 3e édition de la conférence nationale sur la redevabilité s'est tenue du 6 au 7 mai sous le thème « Contribution de la société civile au processus d'élaboration du nouveau référentiel en matière de développement ». La secrétaire générale de la primature, Yvonne Rwamba Guigma, a présidé ce vendredi à Ouagadougou la cérémonie d'ouverture de l'atelier de validation du projet de rapport de l'étude sur l'analyse des causes des conflits et de leurs impacts sur la mise en œuvre du PNDS. Le point avec Mamitriana Kamabo. Le Burkina Faso fait face à plusieurs types de conflits. Des conflits qui représentent un sérieux handicap au développement du Faso. Pour comprendre les causes de ces crises et leur impact sur le développement, le gouvernement, avec l'appui de ce partenaire technique et financier, a fait réaliser une étude. Les résultats de cette étude ont été validés au cours de cet atelier. La réalisation de cette étude entre également dans le cadre de la 2e phase de l'initiative Évaluation pour la prévention et la consolidation de la paix. Le rapport de cette étude dresse un portrait détaillé des causes de la fragilité du pays face à la violence des groupes armés terroristes auxquels le Burkina Faso est confronté pendant qu'il lutte contre les crises liées aux revendications sociales et à la pandémie de la Covid-19. Selon la secrétaire générale de la primature, Yvonne Rwamba, certaines recommandations de l'étude ont déjà été prises en compte dans le projet de document de référentiel national de développement 2021-2025. Selon toujours elle, le processus de validation est en cours avec l'organisation dans les prochaines semaines des assises nationales sur le dit référentiel. Le projet de rapport met également en évidence les facteurs de résilience que le gouvernement du Burkina Faso et ses partenaires peuvent et doivent chercher à renforcer dans le but de consolider la paix, la cohésion sociale et le développement à long terme. Il formule des recommandations d'action multisectorielle à prendre en compte à court et moyen terme afin de renforcer la résilience, de reconstruire le contrat social et d'améliorer les résultats de développement. Pour la représentante des partenaires techniques et financiers, la rencontre de ce 7 mai marque la fin d'un processus qui a duré environ 6 mois et qui a été productif. La crise sécuritaire a impacté négativement la mise en œuvre du PNDS. Cette étude a été donc lancée pour anticiper, pour pouvoir tirer des leçons, afin que dans le prochain référentiel national de développement, le gouvernement puisse prendre en compte cet aspect.
Troisième congrès du district 403A3 du Lions Club International à Ouagadougou. Le bilan des actions de l'année écoulée était à l'ordre du jour. Pour ce troisième congrès annuel, l'accent a été mis sur l'engagement féminin. Le compte rendu avec Mamitriana Kamabo. Du 1er juillet au 8 mai 2021, le Lions Club International a mené des actions en faveur des femmes et des enfants. En plus de ces femmes et des enfants, les Lions du district 403A3 ont porté assistance à des malades atteints de cancer infantile, de diabète et de problèmes de vue. Outre ces actions, l'accent a été également mis sur l'environnement. Les membres de ce club service au cours de ce congrès ont passé en revue toutes ces actions menées. On a fait beaucoup d'activités dans le domaine de l'environnement. Tous les clubs ont fait des activités. On a fait des activités sur le diabète et sur la faim. On a donné des vivres aux personnes déplacées. Et maintenant, pour l'action phare qui était en faveur des femmes et des enfants, nous avons eu un financement de notre fondation, le Lions Club International, la LCIF, pour faire un centre d'oncologie à l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Recrutement et maintien de l'effectif féminin, défis et opportunités, c'est le thème qui a été retenu pour ce troisième congrès. À travers ce thème, nous voulons exhorter dans les clubs à recruter des femmes et surtout à leur permettre d'occuper des postes de responsabilité. Nous voulons aussi demander aux femmes d'accepter d'occuper ces postes de responsabilité parce que souvent ce sont les femmes même qui refusent. Donc il y a le recrutement des femmes et il y a aussi leur promotion en les laissant occuper des postes de responsabilité. Dieneba Diallo est la première femme à avoir occupé ce poste de gouverneur du district 403A3 de Lions Club International. Occasion pour le parrain de la cérémonie, par ailleurs ancien membre de cette association, de féliciter cette dernière pour son leadership. Depuis plus d'une année, nos pays sont traversés par la pandémie de la Covid-19. Il y a l'insécurité, ce qui ne facilite pas les activités. Malgré cela, elle a su adapter les actions du Lions Club, notamment d'abord la tenue des réunions, en faisant en sorte qu'une partie se fasse en présentiel, une autre partie en ligne, pour ne pas faire baisser le niveau des activités. Donc c'est pourquoi il faut la féliciter. Et au terme de ce congrès, des recommandations ont été formulées. Ces recommandations permettront aux nouveaux dirigeants qui seront investis dans les mois à venir de mener à bien leur mission. Dans de sens, ce samedi, le mouvement Plus jamais à moto sans mon casque a organisé ce 8 mai une collecte de sang au Centre national de transfusion sanguine de Paspanga. Un geste salutaire pour apporter sa contribution en réponse à la demande du liquide rouge vital. Sanata Serré vous fait le compte-rendu. L'objectif visé à travers cette opération de don de sang du mouvement Plus jamais à moto sans mon casque est de mettre à la disposition du Centre national de transfusion sanguine 100 poches de sang. Selon les premiers responsables du mouvement, cette initiative se veut une double sensibilisation. Et nous appelons à un élan de solidarité dans le cadre de sensibiliser pour le port du casque, car nous savons bien que c'est un élément qui sauve, pour ne pas dire qui sauve en cas d'accident. Donc il est plus important que nous nous réunissons ensemble pour voir comment est-ce que nous allons amener nos jeunes frères, nos frères amis sur le port du casque. Initialement, nous avons prévu 100 poches de sang du mois, pour essayer de pallier également et à nos frères malades qui sont couchés, qui ont le besoin du sang également. Ils ont été nombreux à avoir répondu présent à l'appel du mouvement pour faire le geste qui sauve. Je suis passé ce matin pour donner mon sang, pour bien sauver des vies. Ce qui dit sauver des vies, c'est sauver soi-même aussi. C'est-à-dire que tout le monde peut être dans ce genre de cas. J'aimerais sauver des vies, des gens qui souffrent actuellement de manque de sang. C'est ça qui m'a motivé. J'aimerais que tout un chacun prenne le pas, parce qu'il y a beaucoup qui en ont besoin pour rester en vie. Donc, une fois que l'occasion se présente, que chacun arrive à réfléchir pour passer ici. Je sais qu'il est difficile au Burkina d'avoir 2 fois du sang dans les hôpitaux. Et vu aussi qu'il y a tellement d'accidents ici,
on a beaucoup plus de victimes, c'est-à-dire des morts suite à un manque de soins. Mais bon, si on se porte bien, on croit qu'on se porte bien, pourquoi ne pas venir aider? Pour la coordonnatrice du Centre national des transfusions sanguines de Paspanga, ce geste vient à point nommé, surtout en ce mois de jeûne musulman, où les initiatives personnelles de dons de sang ont considérablement baissé. Dernier temps, avec le carême des musulmans qui est là, on a vu en tout cas une baisse de la mobilisation des donneurs de sang au niveau du site. Parce que d'habitude, même par journée, on pouvait se retrouver avec plus de 40 poches. Mais présentement, si on a eu 12, 15, même si c'est bon, on n'arrive pas à avoir un nombre même qui atteint 20 par jour. Chaque donneur de sang est réparti aujourd'hui avec un casque. Une manière pour le mouvement de les rappeler qu'il est bien de donner son sang pour sauver des vies, mais qu'il est aussi important de porter son casque en circulation pour le bien de soi-même. Covid-19 au Burkina et mesures barrières. À Waïguya, à plus d'une centaine de kilomètres de la capitale Ouagadougou, les préoccupations ne sont plus à caractère protectrice mais revendicative. Les populations de cette ville réclament plutôt la réouverture des frontières fermées depuis plus d'une année. Maxime Jean-Yves Bambara vous en dit davantage. À Waïguya, tout comme dans les autres villes du Burkina Faso, le respect des mesures barrières semble tomber aux oubliettes. Difficile de voir en circulation les populations en masque ou même voir des dispositifs de lavage des mains devant les services ou dans les lieux publics. Pourtant, l'on affirme s'inquiéter de cette maladie qui n'a pas bonne presse, mais le comportement face au respect des mesures barrières est tout autre. Nous avons peur, je dirais que c'est trop, voilà, mais ça nous inquiète, voilà. Et vu que il y a un rebond dans d'autres pays, ici c'est vrai que dans les derniers temps nous sentons qu'il y a plus de nombre comme ça. Mais nous restons toujours vigilants. Nul ne veut mourir. N'en parlons pas, puisque une fois que tu es malade, ça va engendrer en tout cas des dépenses pour la famille. Donc chacun en tout cas lutte, fait de son mieux pour préserver sa santé d'abord. Une maladie sans remède, c'est normal que ça inquiète. On va faire comment? Tout est au ralenti maintenant. Dans la cité de Naba-Kango, si certains sont bien conscients de l'existence de cette pandémie, d'autres par contre restent jusque-là dubitatifs. On entend les gens en parler, mais ici à Waïguya, nous ne sommes pas au courant d'un cas. Tantôt on dit qu'il y a cas à Ouaga, Bobo, nous on entend seulement parler. Personnellement, je ne peux pas témoigner que quelqu'un a ça à Waïguya ici. Mais on entend parler de ça ailleurs. On nous dit toujours de continuer à laver les mains et à porter les masques. Plus d'une année que les frontières terrestres sont fermées par décret présidentiel pour freiner la propagation de la maladie. Et pour les commerçants, la situation devient de plus en plus intenable. La fermeture des frontières joue beaucoup sur notre commerce, mais le plus important, c'est la santé. Ça nous dérange parce que les marchandises n'entrent plus et tout est devenu cher. Si tu sors et tu ne gagnes pas quelque chose, le soir à la maison, ça sera compliqué. Mais nous prions pour que la maladie soit maîtrisée et qu'on ouvre les frontières. Nous avons des parents qui sont là-bas, qui ont des activités ou qui veulent venir rendre visite à leurs parents ici. Ils n'arrivent pas à venir. Il y a d'autres même qui ont des marchandises à transporter vers la Côte d'Ivoire ou à transporter vers le Burkina. Ils n'arrivent pas, en tout cas jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Ce qui en tout cas joue négativement sur l'économie du Burkina même et sur l'économie des autres pays. Ouais, à Mali même c'est difficile. Ils ont fermé les frontières depuis 1 an et demi. On ne peut plus voyager. C'est dans les voyages on mange. Ils n'ont qu'à faire pardon de nous libérer. Depuis le début de l'année 2021, la courbe de l'évolution de la maladie a une tendance baissière, mais selon le président du comité sectoriel santé, la vigilance doit être de mise pour une totale maîtrise de la deuxième vague de recrudescence enregistrée après les élections. À la date du 3 mai 2021, la région du Nord comptait 40 cas confirmés, 1 cas sous traitement et 0 décès selon les données du CORUS, le Centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires.
Remise d'attestation ce jeudi à Bagassi dans la province des Balais. Formés par la société minière Roxgold Sanou au métier de la mine, 16 jeunes ont reçu ce 6 mai leurs attestations de fin de formation. Le parrain de la cérémonie, Isidore Kini, a encouragé ses fioles dans la persévérance. Joseph Koudgou. 37 au départ, ils sont finalement 16 à avoir achevé cette session de renforcement de capacité sur les métiers de la mine. Organisée à Bagassi dans la province des Balais sur initiative de la société minière Roxgold Sanou, cette formation a concerné exclusivement des jeunes de la localité. Nous fêtons aujourd'hui le succès de ces jeunes, leur travail acharné pour avoir développé leurs compétences et avoir réussi leurs examens. Certains sont opérateurs d'usine, d'autres opérateurs de maintenance ou encore en administration minière. À fin avril, ce sont 379 personnes de la région qui travaillent à Roxgold. Et cela inclut 121 femmes, auxquelles, bien sûr, on voit que 3-4 vont s'ajouter aujourd'hui. Pour rappeler que ce succès n'est pas simplement dû à la vision ou aux efforts de Roxgold, mais aux efforts de chacune des parties prenantes de Bagassi. Au thème de la formation, les participants ont reçu les parchemins et 8 d'entre eux ont été embauchés par l'entreprise Roxgold Sanou. Nous avons été dans 2 écoles différentes, les 8 qui ont été retenues aujourd'hui. On a été d'abord à Ouagadougou, dans une école de formation en traitement des minerais, U2M, et dont les 8 autres étaient dans d'autres filières. Et ensuite, on a été à Bobo, dans d'autres centres différents. Les 8 jeunes qui ont été retenus actuellement. Et on a été au CSPIB, tout s'est bien passé. On a fait une phase théorique, ensuite une phase pratique. Voilà, on pense que tout s'est bien passé du début jusqu'à la fin et on a atteint les objectifs. Et Roxgold a respecté son engagement et voilà, on peut dire que nous y sommes arrivés. Le parrain de la cérémonie, Nyatan Isidore Kini, natif de Bagassi, a à son tour prodigué des conseils à ses filleuls. On n'a pas besoin d'avoir le bac, d'avoir la licence, d'avoir le master. Non. On peut atteindre l'objectif de la qualité, de la performance avec un niveau terminal. Et donc, ils n'ont pas à rougir devant qui que ce soit. Alors, les formations qu'ils ont reçues, j'ai écouté le représentant de Roxgold. Je l'ai dit, en formation technique, on n'a pas droit à l'erreur. Bon, on peut faire une faute en dictée, c'est pas grave. Mais en technique, c'est impardonnable. Et donc la formation est très importante. Et le niveau auquel ils sont parvenus, je suis satisfait, je suis technicien et je sais de quoi je parle. La 25e heure veut dire qu'ils prennent conscience. Cette formation dans le métier de la mine à Bagassi, faut-il le rappeler, a débuté en janvier 2019. Elle a accusé un retard dans son déroulement à cause de la pandémie à coronavirus, selon les premiers responsables de la société. Littérature à présent avec la dédicace ce samedi du livre de l'auteur burkinabé Bekwene Kuntiala Jean de Dieu Somé, ouvrage intitulé Du monde rural au monde métropolitain, parcours exceptionnel d'un orphelin d'Afrique, découverte dans cet élément de Fatima Tanikima. Du monde rural au monde métropolitain, parcours exceptionnel d'un orphelin d'Afrique est un roman subdivisé en 2 parties. La première, consacrée aux leçons apprises par l'auteur. La deuxième, une lettre destinée à son fils. Il s'agit au total de 13 chapitres qui résument le vécu et le parcours de l'auteur Bekwene Kuntiala Jean de Dieu Somé. Selon lui, l'œuvre qu'il propose au lecteur se veut éducative et interpellatrice. Donc je me suis dit tout simplement, je me donne en tout cas à donner un exercice à tous les jeunes, un exercice à tous les papas et à toutes les mamans. L'exercice de dire exactement à la jeunesse qu'on est peut-être riche parce qu'on a pu en tout cas faire tel et tel compromis. On est riche parce que voilà, on a fait telle et telle chose, telle et telle concession de par le passé, et que ceux qui veulent effectivement être à notre niveau là, qu'ils puissent savoir par où commencer. Pour que cet écrit qui vient d'être dédicacé voit le jour, l'auteur a pu compter sur l'aide de bon nombre de personnes, parmi lesquelles la directrice générale du Fonds national pour l'éducation et la recherche, FONER. Depuis que j'ai commencé à le suivre,
avoir ses ambitions, sa volonté forcenée de réussir, de montrer quand même que les obstacles ne l'empêchent pas d'avancer. Chaque jour, un pas devant l'autre et jamais un pas en arrière, toujours à son rythme. Et j'ai vu une telle sérénité en lui et une telle force. Du monde rural au monde métropolitain, parcours exceptionnel d'un orphelin d'Afrique est un récit de 111 pages. C'est une œuvre autobiographique de Bekwene Kuntiala Jean de Dieu Sommé, né en 1988 dans la province de la Sicile au Burkina Faso. Orphelin de père à l'âge de 6 ans et cadet d'une famille de 6 enfants, il raconte selon lui son parcours parsemé d'obstacles dans son œuvre. L'initiateur du Tour du Faso n'est plus. Le Français Francis Ducreux est décédé ce 1er mai au Burkina Faso à l'âge de 76 ans. L'inhumation a eu lieu ce samedi au cimetière de Gounguin. Une cérémonie d'hommage lui a été rendue par les autorités burkinabées pour lui témoigner la reconnaissance de la nation, compte rendu à Sami Touré. C'est ce samedi 8 mai que Francis Ducreux a été inhumé. Collaborateurs, cyclistes, parents, amis, tous ont tenu à rendre un dernier hommage à l'illustre disparu. Après la levée du corps à la morgue du secteur 30, c'est au domicile mortuaire que le cortège s'est rendu. S'en est suivi quelques recueillements et direction la salle des arts martiaux où une cérémonie d'hommage lui était réservée. Tour à tour, des discours, des témoignages, des anecdotes ont ponctué la cérémonie. L'émotion était grande pour sa fille qui avait voulu l'enterrer auprès d'elle en France. Mais comme avait souhaité le défunt, c'est au Burkina Faso que son corps reste finalement. Ma première volonté a été de te ramener près de moi. Mais l'Afrique t'a tant apporté, t'ayant rendu si heureux, t'ayant permis d'être la personnalité que tu es devenue. Alors, en guise de remerciement à tous, en guise de remerciement à ton pays d'accueil, j'ai décidé de lui laisser ce que j'ai de plus précieux. Pour ce qu'il a fait pour la nation burkinabé ainsi que pour l'Afrique tout entière, Francis Ducreux a été élevé à titre posthume au grade de grand officier de l'ordre du mérite burkinabé par le président du Faso. Les pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à titre posthume à la dignité de grand officier de l'ordre du mérite burkinabé. Suite à cette distinction, les autorités se sont recueillies une fois de plus sur la dépouille et direction le cimetière de Gounguin. C'est dommage que moi je ne l'ai pas côtoyé longtemps, je l'ai côtoyé juste 4 ou 5 mois. Et avec tout ça, vraiment, M. Ducreux, c'est vraiment un combattant. C'est vraiment un combattant et c'est quelqu'un vraiment qui n'hésite pas à créer. Et tout ce qu'il a entrepris depuis, tu regardes l'histoire, les différents témoins montrent que vraiment c'est un homme. C'est un homme. Moi personnellement, c'est très dommage. C'est Dieu aussi qui a décidé ainsi. Je n'ai pas eu la chance parce que tout simplement on était surtout dans le milieu même du préparatif du Tour du Faso 2021. Je me rappelle qu'il n'hésitait pas à m'appeler chaque fois pour l'organisation du Tour du Faso. Et chaque fois quand il m'appelait, il disait « Monsieur le ministre, il y a l'étape de Waïguia, vous allez être parrain, est-ce que vous allez venir à l'étape de Waïguia? Il y a telle activité que nous organisons. » Même quand il a voulu faire son tour de l'impossible, il m'avait associé. Et aujourd'hui, donc, pour moi, c'est un devoir de venir rendre un hommage particulier à cet amoureux du Burkina Faso. Affectueusement appelé l'infatigable, Francis Ducreux avait pour projet de créer le Grand Prix Thomas Sankara, le Grand Prix de Ouagadougou, mais aussi le Tour du Tchad. Il était donc de bon ton pour le ministre des Sports de lui offrir une cérémonie afin d'assurer la continuité dans ses projets. Je retiens quelqu'un qui a été fidèle au Tour du Faso, quelqu'un qui était fidèle au Burkina Faso. Et à partir d'ici, il a pu développer l'initiative de faire d'autres tours dans la sous-région, puis finalement un peu partout en Afrique. Et donc un homme qui était passionné pour le cyclisme et qui aujourd'hui
repose en paix dans cette terre libre du Burkina Faso. C'est la première préoccupation, c'est de voir quel hommage on peut rendre à cette personnalité qui a donné tant à notre sport. Et avec l'accord de la famille qu'on a eu pour pouvoir faire l'enterrement ici au Burkina, on s'est investi de manière à ce que cet hommage-là soit à la hauteur de ce qu'il a fait pour notre sport. Le créateur du Tour du Faso, du Bénin, du Togo, Madagascar, Côte d'Ivoire, Mali, le Tour de l'impossible et la boucle du coton repose désormais au cimetière de Gongé, laissant derrière lui une grande famille de la petite reine inconsolable. Voilà qui met fin à cette édition. Merci pour votre aimable attention. À demain 13h.